Un seul Kalinia avait été sauvé de l'inondation. Il avait avec lui un chien et un perroquet. Tout cela, c'était l'œuvre de Tamouchi. Un palmier koumou poussait. Il s'élevait au fur et à mesure de la montée des eaux. C'était encore l'œuvre de Tamouchi. Le Kalinia s'était réfugié au milieu de ses feuilles avec ses animaux familiers. Quand l'eau a commencé de baisser, le Kalinia était tout en haut du palmier. Il s'est alors mis à manger les fruits du koumou et il a jeté les noyaux. Quand il n'a plus entendu le bruit des noyaux qui tombaient dans l'eau, il a su que le sol était sec. Alors, il est descendu. Il a édifié un abri provisoire et il est allé chasser de quoi manger. Il a laissé ses animaux en leur recommandant de rester là, de ne pas bouger. Le chien a agité la queue pour dire oui. C'est ainsi que parlent les chiens. Le perroquet écoutait en inclinant la tête, comme le font les perroquets. Après le départ du Kalinia, le chien tira sur sa peau, l'enleva et devint une jolie jeune femme. Elle se mit à préparer un repas. Elle fit cuire la cassave et fabriqua du kachili. Quand l'homme revint, il trouva la cassave, en mangea, elle était bonne. Puis il vit le kachili qui avait une belle couleur rouge, le goûta, il était bon. Le lendemain, le Kalinia se cacha pour savoir qui avait fait tout cela. C'est alors qu'il surprit la jeune femme. Celle-ci se sentit gênée et serra les cuisses. Alors le Kalinia l'habilla d'un pagne. Puis il la prit pour femme. La femme donna naissance à une fille qui grandit en 3 jours seulement. Puis elle accoucha d'un garçon. Celui-ci prit sa sœur pour épouse et ils ont fait de nombreux enfants. C'est parce que les hommes se sont mariés de la sorte que nous sommes là. Sinon, les Kalinia n'existeraient pas. Au nord-ouest de la Guyane française, à la frontière du Suriname, s'étend la région de la Basse-Mana, le territoire amérindien où vivent les Kalinia. Depuis une quinzaine d'années, la commune d'Awala-Yalimapo est devenue un haut lieu du tourisme guyanais. La plage de Yalimapo est le plus grand site de ponte de tortues lutte au monde. Mais 2 autres espèces moins connues fréquentent ce site, la tortue verte et la tortue olivâtre. Ces milliers de tortues venant pondre sur les plages n'ont pourtant attiré l'attention des naturalistes que récemment. Alors là, je vais regarder si elle a un pit. En fait, c'est une petite puce électronique qui est sous la peau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on les marque. D'accord. Donc ça, c'est le lecteur. Donc là, je note Ouais, le c'est numéro. le numéro. Donc 30 60F 0056. Donc ça, c'est son numéro qui lui sert à être identifié. D'accord. On regarde aussi si elle a des bagues. Au fil des campagnes, les chiffres et informations recueillis viennent alimenter des bases de données qui permettent peu à peu de mieux connaître la biologie de ces mystérieux animaux marins. À Yalimapo, les Kalinia préparent le kachili, une boisson traditionnelle peu alcoolisée, servie à volonté lors des fêtes amérindiennes. Au regard de la quantité de manioc que les femmes ont épluché depuis l'aube, un événement important se prépare. Regarde, je prends tout ça, regarde. Pour les plus gros. Toute la famille et la communauté collaborent.
Pourtant, cette besogne épuisante durera jusqu'à la nuit. Il y a plusieurs sortes de manioc. Pour la fabrication du kachili, on utilise celui qui est le plus tendre et le moins toxique, car le manioc ne peut être consommé aussitôt récolté à cause du taux d'acide prussique qu'il contient. C'est pour cela qu'une fois le manioc gragé, c'est-à-dire râpé, on le passe dans une couleuvre, sorte de chaussette tissée avec des fibres végétales. Plus on charge la couleuvre, plus celle-ci se resserre, pressant la pulpe de manioc jusqu'à la séparation de son suc. Le jus récolté macérera plusieurs jours pour obtenir un bon kachili. Chez les Kali'na et les Amérindiens en général, le manioc est la plante de base cultivée dans leurs abatis. Elle a la particularité de pousser remarquablement bien, malgré la pauvreté du sol. On peut aussi, avec un peu de chance, rencontrer un chien crabier, cousin sud-américain du raton laveur. Comme son nom l'indique, il en pince pour les crabes. Amateur de crustacés, il lui arrive aussi d'améliorer son ordinaire en mangeant des œufs de tortue. Il faut bien vivre, et comme dans tout écosystème, chacun a un rôle à jouer. Quand la mer se retire, elle découvre une large vasière qui devient le lieu de nourrissage de nombreuses espèces d'oiseaux. On peut y observer des aigrettes blanches, bleues, tricolores, mais aussi les ibis rouges, qui furent longtemps chassés pour leurs plumes et qui maintenant font l'objet d'une protection intégrale. On peut aussi observer de nombreux limicoles, ces petits oiseaux qui pourraient être qualifiés de longs courriers, car leur migration les conduit à parcourir des milliers de kilomètres le long des côtes des Amériques. La basse mana constitue une pause dans leur voyage. Au village, la nuit est tombée, mais les Kali'na continuent de grager du manioc pendant que les premières cassaves cuisent à feu doux sur les platines. Il faudra beaucoup de kachili, car une grande cérémonie se prépare et les invités afflueront de toute la Guyane et même du Suriname, où vivent des Kali'na qu'une frontière a séparés. Chaque nuit, les patrouilles comptent des dizaines de tortues luttes, mais rencontrent aussi des tortues vertes, moins fréquentes en cette saison. Cette tortue doit son nom à la couleur de sa graisse, car sa carapace est plutôt de couleur brune. La tortue verte est la première à venir pondre. On peut la voir à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Si vous la rencontrez, vous la reconnaîtrez à ses grands yeux en forme d'amande et son museau court, au bec arrondi. Elle peut atteindre 1,30 m pour un poids de 100 à 250 kg. Lorsqu'elle n'est pas sur une plage en train de pondre, la tortue verte évolue dans les mers chaudes de plus de 20 degrés. Comme tous les reptiles, son équilibre thermique dépend de la température extérieure.
Son régime alimentaire varie selon l'âge. Au départ, elle mange ce qui se présente, donc un peu de tout. Puis, à l'âge de 2 ans, elle devient plus délicate, se nourrissant exclusivement de plantes aquatiques à fleurs, d'algues et d'éponges. Sa maturité sexuelle ne semble être atteinte qu'entre 30 et 50 ans. Ça lui laisse le temps de réfléchir. À l'aube, sur le chemin du retour, la patrouille croise une tortue verte qui regagne la mer avant les premiers rayons du soleil. En la voyant retourner dans son élément, on ne peut s'empêcher de se remémorer des chiffres accablants. Ses effectifs ont chuté de 90% en Indonésie et de 50% en Polynésie, principalement à cause du braconnage. Mais en plus, l'espèce paraît menacée par une nouvelle maladie, la fibropapillome. En venant pondre sur les plages, les tortues encourent un certain nombre de dangers. Même si la tortue lutte n'est plus consommée depuis l'époque des bagnes, où elle servit de nourriture aux prisonniers, il peut arriver que des meutes de chiens s'attaquent à elle pendant la phase de ponte. Bien que de taille imposante, l'animal est incapable de se défendre. Il peut arriver aussi que des tortues s'enlisent dans la vase, ou se retrouvent coincés sous des troncs d'arbres morts échoués sur la plage. Mais les cadavres trouvés sur les plages ne sont pas toujours le résultat de morts naturelles. La pêche intensive qui s'accentue ces dernières années attire au large des côtes de la Guyane française de plus en plus de chalutiers et de tapouilles. Les tortues qui viennent pondre sont prises au piège dans des filets qui mesurent plusieurs kilomètres. Sur la plage de Yalimapo, on se souvient des années 80 où l'on avait compté plus de 500 pontes par nuit. C'est ce qui avait fait la renommée du lieu. Mais ici, comme ailleurs dans le monde, les chiffres baissent. Sur cette même plage, on est passé de 48 000 nids en 1998 à 15 000 pour l'année 2000. Cette situation alarmante fait que la tortue lutte a été classée dans la liste des espèces en danger de disparition. Au village, les Kali'na commencent à transférer le kachili sous le Tupushipan, le grand carbet dédié aux fêtes et cérémonies. Près de 1000 litres ont été faits pour l'occasion, car la fête durera 3 jours, et on attend près de 400 personnes. Les sampula, les tambours de cérémonie, viennent d'être suspendus sous le Tupushipan. L'épée Kotomo, le lever de deuil, va bientôt commencer. Lorsque j'étais adolescent, j'ai un frère qui s'est marié. Et puis, on a décidé d'animer les mariages traditionnellement. Donc, ce jour-là, mon père m'avait dit tiens, écoute, si on faisait 3 tambours, si on fabriquait 3 tambours pour le mariage, quoi. Alors, à partir de là, donc, je me suis engagé, quoi. Et puis, ça m'a plu. Et puis, j'ai continué. Un tambour, ça vient d'un tronc. C'est-à-dire, il faut abattre un arbre. Et puis, par la suite, tronçonner à la dimension qu'on veut. Et puis, par la suite, creuser, dévider, raboter, poncer, jusqu'à la finition. C'est-à-dire que nous, Kali'na, on fait des tambours avec du cèdre, acajou et le grignon. Voilà, 3 essences différentes.
Et la peau, c'est la biche. Kayaku, c'est une autre variété de biche. Et puis parfois la peau de cabri, quoi. Une cérémonie comme ça, par exemple, bon, c'est une coupe d'œil ou un lever de deuil. Il faut chanter plutôt des chants messagers, quoi. C'est à l'honneur du défunt, quoi. Puisque c'est une cérémonie, bon, je dirais traditionnelle, mais en même temps sacrée. Donc il faut que le chant corresponde à la cérémonie. On ne peut pas chanter n'importe quel chant, quoi. Alors chaque chant a un moment précis. Au niveau des dessins corporels, par exemple, il faut chanter, par exemple, un chant sur le jaguar. Il y a un chant qui dit, fais des dessins comme un jaguar sur mon corps, par exemple. Parfois, il y a des chants que nos grands-parents chantaient déjà. Là, on fait des reprises. Et puis, parfois aussi, nous, on compose, quoi, s'il faut. Des dessins corporels sont appliqués aux proches du défunt à l'aide d'une peinture végétale que les Kalinia nomment tapulupo. Elle est obtenue en délayant du jus de génipa avec du jus de manioc. Mélangée à de la suie, cette préparation persiste plusieurs semaines sur la peau. C'est plutôt les femmes qui font le dessin et chaque dessin représente quelque chose, ça a une signification. C'est une signification devant, là, ici, là. J'ai demandé, parce que là, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça représente une sorte de coquillage. Là, elle a fait le dessin de coquillage, justement, elle a dessiné. Voilà. Et là, sur le bras, c'est l'os de biche. Et derrière, je ne peux pas voir derrière, parce que derrière, elle m'a dit qu'elle a représenté le plumage de l'aigle. Après une courte nuit, Raymond va inspecter la plage avant que la marée remonte. Sur son carnet, il note tout, comme un détective. Aucun indice ne lui échappe. Je note les traces de tortue, puis les tortues olivates, et puis sans oublier tous les tapouilles qui passent.
Ah ben, surtout lorsqu'ils pêchent, ben, c'est pas bien pour les tortues, pour tous les tortues quoi. C'est des tapouilles guyanaises? Non, ça vient du Suriname. Effectivement, les tapouilles, c'est pas bon pour les tortues. Car outre les filets, les pêcheurs clandestins du Suriname débarquent parfois sur les plages peu fréquentées pour collecter des œufs. Revendus $1 l'œuf, ça complète leur maigre salaire. Il y a beaucoup de morts. C'est la première, mais je sais pas, peut-être. On va voir. Il y a plusieurs cadavres de tortues olivâtres plus ou moins anciens. Est-ce l'œuvre du prince des lieux? Le jaguar d'Organabo? Tout le monde en parle, mais peu l'ont vu. Pourtant, ce sont bien ces traces que l'on croise le matin. Il attaque les tortues olivâtres, traînant ses proies dans les arbres comme une panthère africaine. Raymond est employé par l'association Kulalachi, le nom Kalinia de la tortue olivâtre. C'est le responsable du corps isolé d'Organabo. Ben, c'est à surveiller les tortues olivâtres, les tortues aussi. Et c'est surtout travailler la nuit. On va travailler pendant 4 à 2 temps. Et après ça c'est bon, le matin on fait le comptage. C'est un boulot toute l'année ça? Non, c'est zoniaire. Ça commence à partir de mois de mai jusqu'à mi-août. Pour lui, ce travail saisonnier est le bienvenu, car pour un Kalinia vivant à Awalay-Alimapo, les possibilités d'emploi sont rares. Sous le Tupushipan, les Kaliniens ont installé un banc zoomorphe sculpté pour l'occasion. Celui-ci représente un caïman. Il aurait pu représenter une tortue, un condor, un jaguar, enfin un animal qui a de la force, car il faut signifier à l'esprit du défunt que maintenant il est temps de partir. Les baigneurs sont invités à prendre place sur le banc caïman pour une séance de beauté. Tout d'abord, on commence par la coiffure, car durant le deuil, les cheveux n'avaient pas été coupés. Pendant toute la durée du deuil, l'esprit du mort reste dans le village et les proches qui ont décidé d'assumer le deuil doivent observer un comportement décent jusqu'à l'épée Kotono, le lever de deuil. Viennent ensuite les parures, colliers, châles confectionnés pour l'occasion. Les préparatifs nécessaires à une telle cérémonie sont très lourds à assumer pour une famille. C'est aussi pour cela que plusieurs années séparent le décès de l'épée Kotono. À l'aide d'une fine baguette, on applique un maquillage sur le visage pour parfaire le tout. Il s'agit ici d'une préparation poisseuse et très odorante qui associe la gomme de l'arbuste à la couchélie à des colorants rouges ou noirs. Pendant la durée de la séance, les partenaires se tiennent debout face à la personne qu'ils désirent inviter à la première danse.
Organabo, la patrouille de nuit rencontre une tortue olivâtre. Cette espèce est très farouche. Il faut attendre qu'elle ait fini son nid pour l'approcher. Et encore, il faut faire vite pour prendre ses mensurations. Voilà, quelques secondes tout au plus, et nous laissons Kulalashi finir sa tâche en paix. Depuis 2 ans, en Guyane, on s'intéresse plus sérieusement aux tortues olivâtres qui, jusqu'à présent, ne bénéficiaient pas de programme d'études, contrairement aux tortues luttes. Plus petites que leurs cousines, elles mesurent 70 à 75 cm pour un poids de 40 à 45 kg. Elles pondent en moyenne 110 œufs, 1 à 3 fois par saison, à une vingtaine de jours d'intervalle. Le reste de l'année, elles évoluent dans les mers chaudes, au fond rocheux, et dans les estuaires riches en invertébrés. Elles y trouvent les crustacés, les petits poissons, les méduses, les mollusques et les oursins qui composent leur alimentation. Elles y ajoutent des algues et autres herbes marines. Malheureusement, elles partagent avec les 2 autres espèces de tortues marines présentes en Guyane le même avenir incertain. Après 60 à 72 jours d'incubation, les petites tortues luttes font surface. Il leur a fallu 3 jours pour remonter les 80 cm de sable qui recouvraient le nid. Une fois parvenues au grand jour, elles entament une course contre la montre. Il leur faut arriver à la mer le plus vite possible pour échapper aux rayons du soleil et aux prédateurs. À leur échelle, brindilles et bouts de bois qui jonchent la plage transforment cette course en parcours du combattant. Une fois parvenues à l'eau, elles ne sont pas pour autant tirées d'affaire. Car dans la mer, d'autres dangers les attendent, comme les mâchoirons et autres poissons prédateurs. Le nid est comme ça. Voilà, c'est un nid des émergences. C'est une émergence de lutte. Et là, on regarde le nombre de bébés luttes qui est sorti. Il y a 55 bébés luttes déjà. Voilà, dans ce sens-là, je surveille par rapport aux chiens. Parce que si on n'est pas là, il y a des chiens qui viennent et prennent les bébés luttes pour manger.
Là, tous les bébés luttes sont tous partis là. Parce que au fait, les poissons ressentent qu'il y a une émergence. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à la côte pour bouffer tous les petits. Et on regarde en mer, il n'y a pas beaucoup de poissons. Tous les bébés sont partis. Et notre rôle à nous, c'est les gardes de la réserve, c'est on fait la surveillance sur la plage. Et aussi on donne des infos aux touristes pour dire les comportements qu'ils doivent faire sur la plage. Et si par exemple ils voient des émergences le soir, de ne pas trop éclairer, parce que les petits bébés d'émergence, quand il y a la lumière, au lieu qu'ils vont directement sur la plage, ils orientent en direction de la lumière. Heureusement qu'elles sont agréables. Et elles ont plutôt intérêt à l'être parce que c'est la dure loi de la jungle qui les attire. Je sais que c'est pas gagné. Il ne suffit pas de créer un espace naturel protégé pour que la faune soit préservée. Encore faut-il faire connaître et appliquer les lois. Pour cela, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, apporte son soutien aux gardes de la réserve et aux associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Associé à la gendarmerie maritime et aux douanes, l'ONCFS multiplie les missions visant à lutter contre le braconnage des œufs de tortue et les pratiques de pêche illicites. Non, il n'est pas chargé. T'as au tête, Nimo? Ouais, il a aucun papier. Papier? C'est le bateau là, il a. Papier d'identité là? Oui, ici. On va voir. Eh bien, ça fait 4 mois qu'il a pas travaillé. Maintenant, il n'a pas le droit, lui, d'avoir ça. Des filets? Non. T'as droit qu'à 50 mètres de filet, t'as droit. Ok, merci beaucoup. Oui. Voilà. La bueno. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Adios. 50 mètres, ouais. Depuis plusieurs années, la pêche intensive qui utilise des filets de plus en plus longs met en péril les milliers de tortues qui séjournent à proximité des côtes guyanaises pendant la saison des pontes. L'ONCFS contrôle ces embarcations plus ou moins en règle, établissant au besoin des procès-verbaux qui peuvent conduire les contrevenants devant le tribunal. It's your job, but you can't. You are in French Guyana, no, in Guyana. But the rainfall so much. Yeah, sure. Les premiers résultats sont encourageants. Depuis 2 ans, le nombre de tapouilles diminue et les arrestations de braconniers ont marqué les esprits. Hey, c'est pas compliqué à savoir. Hein. Après là-bas c'est le Suriname, ici c'est la France. Hein. C'est pas possible de se tromper. Hein. Vas-y Henri. La protection et la préservation de la nature est l'affaire de tous. Elle passe donc par la sensibilisation et l'éducation du public. C'est pourquoi une maison de la réserve a été inaugurée en l'an 2000. En plus des gardes, des animatrices y accueillent les visiteurs et les scolaires pour leur faire découvrir la réserve naturelle de la Mana. Qui veut me présenter cette tortue? Vas-y. Et comment tu sais que c'est une tortue? Alors, vous venez avec moi, on va vous lire d'abord la petite histoire. Quand j'ai trouvé ma place, je creuse un grand trou avec mes pattes arrière. Après 30 minutes, je peux pondre, mais sans œufs, au fond de mon trou. Vous allez attendre qu'elle monte, vous allez attendre qu'elle fasse un premier balayage, et ensuite, au moment où on va creuser, et vous pouvez vous approcher d'elle. Si l'homme est en grande partie responsable du déclin des tortues, il se pourrait que leur salut dépende de lui. Cette prise de conscience laisse espérer que dans un futur proche, les activités industrielles tiendront compte de l'équilibre écologique. Mais au-delà de la protection de notre environnement, nous devons aussi préserver le mode de vie des différentes communautés
qui dépendent directement des espaces naturels où ils vivent. Quand les velléités mercantiles de certains laisseront place à une gestion durable des ressources naturelles, les Kalinia pourront continuer à vivre en parfaite symbiose avec leur environnement. C'était comme cela autrefois, après la grande inondation. Lorsque l'eau s'est répandue, tout le pays a été inondé. Il n'y a même pas une personne qui a survécu. Aucune. La mer s'étendait plate, calme. Un seul Kalinia avait été sauvé de l'inondation. Il avait avec lui un chien et un perroquet. Tout cela, c'était l'œuvre de Tamouchi. Un palmier koumou poussait. Il s'élevait au fur et à mesure de la montée des eaux. C'était encore l'œuvre de Tamouchi. Le Kalinia s'était réfugié au milieu de ses feuilles avec ses animaux familiers. Quand l'eau a commencé de baisser, le Kalinia était tout en haut du palmier. Il s'est alors mis à manger les fruits du koumou et il a jeté les noyaux. Quand il n'a plus entendu le bruit des noyaux qui tombaient dans l'eau, il a su que le sol était sec. Alors, il est descendu. Il a édifié un abri provisoire et il est allé chasser de quoi manger. Il a laissé ses animaux en leur recommandant de rester là, de ne pas bouger. Le chien a agité la queue pour dire oui. C'est ainsi que parlent les chiens. Le perroquet écoutait en inclinant la tête, comme le font les perroquets. Après le départ du Kalinia, le chien tira sur sa peau, l'enleva et devint une jolie jeune femme. Elle se mit à préparer un repas. Elle fit cuire la cassave et fabriqua du kachili. Quand l'homme revint, il trouva la cassave, en mangea, elle était bonne. Puis il vit le kachili qui avait une belle couleur rouge, le goûta, il était bon. Le lendemain, le Kalinia se cacha pour savoir qui avait fait tout cela. C'est alors qu'il surprit la jeune femme. Celle-ci se sentit gênée et serra les cuisses. Alors le Kalinia l'habilla d'un pagne. Puis il la prit pour femme. La femme donna naissance à une fille qui grandit en 3 jours seulement. Puis elle accoucha d'un garçon. Celui-ci prit sa sœur pour épouse et ils ont fait de nombreux enfants. C'est parce que les hommes se sont mariés de la sorte que nous sommes là, sinon les Kalinia n'existeraient pas. Au nord-ouest de la Guyane française, à la frontière du Suriname, s'étend la région de la Basse-Mana, le territoire amérindien où vivent les Kalinia. Depuis une quinzaine d'années, la commune d'Awala-Yalimapo est devenue un haut lieu du tourisme guyanais. La plage de Yalimapo est le plus grand site de ponte de tortues luttes au monde. Mais 2 autres espèces moins connues fréquentent ce site, la tortue verte et la tortue olivâtre. Ces milliers de tortues venant pondre sur les plages n'ont pourtant attiré l'attention des naturalistes que récemment. En 1986, Greenpeace et plus tard le WWF décident de s'installer chaque année pendant la saison des pontes dans la commune d'Awala-Yalimapo pour entreprendre le comptage et le bagage des tortues luttes. Le chef coutumier, Daniel William, et la population les ont accueillis. Et depuis, Kalinia et associations de protection de la nature travaillent ensemble lors de campagnes baptisées Kawana,
le nom Kalinia des tortulutes. Basées au départ sur la plage de Yalimapo, les campagnes Kawana s'étendirent très vite sur d'autres sites de ponte du littoral. Encore aujourd'hui, des camps provisoires sont installés sur des plages peu fréquentées car moins accessibles. Alors là, je vais regarder si elle a un pit. En fait, c'est une petite puce électronique qui est sous la peau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on les marque. D'accord. Donc ça, c'est le lecteur. Là, je note. Ouais, c'est le numéro. Donc 30 60F 0056. Donc ça, c'est son numéro qui lui sert à être identifié. D'accord. On regarde aussi si elle a des bagues. Au fil des campagnes, les chiffres et informations recueillis viennent alimenter des bases de données qui permettent peu à peu de mieux connaître la biologie de ces mystérieux animaux marins. À Yalimapo, les Kalinia préparent le kachili, une boisson traditionnelle peu alcoolisée, servie à volonté lors des fêtes amérindiennes. Au regard de la quantité de manioc que les femmes ont épluché depuis l'aube, un événement important se prépare. Toute la famille et la communauté collaborent. Pourtant, cette besogne épuisante durera jusqu'à la nuit. Il y a plusieurs sortes de manioc. Pour la fabrication du kachili, on utilise celui qui est le plus tendre et le moins toxique, car le manioc ne peut être consommé aussitôt récolté à cause du taux d'acide prussique qu'il contient. C'est pour cela qu'une fois le manioc gragé, c'est-à-dire râpé, on le passe dans une couleuvre, sorte de chaussette tissée avec des fibres végétales. Plus on charge la couleuvre, plus celle-ci se resserre, pressant la pulpe de manioc jusqu'à la séparation de son suc. Le jus récolté macérera plusieurs jours pour obtenir un bon kachili. Chez les Kalinia et les Amérindiens en général, le manioc est la plante de base cultivée dans leurs abatis. Elle a la particularité de pousser remarquablement bien, malgré la pauvreté du sol. À Pointe-Isère, une équipe du WWF part repérer des traces éventuelles de tortues retardataires qui seraient montées après la dernière patrouille de nuit. Par endroits, la mer a complètement érodé la plage, ce qui nous oblige à passer par la mangrove. Le littoral guyanais, sous l'action des courants marins et des alluvions de l'Amazone, subit de perpétuelles transformations. Par endroits, des cordons sableux disparaissent. Ailleurs, des plages s'envasent. Ainsi, les mangroves naissent et meurent, comme ici, où le sable étouffe déjà les palétuviers. Mais pour l'heure, cette mangrove ensablée abrite toujours quelques résidents, comme ce couple de perruches en train d'élire domicile dans une termitière abandonnée. À tour de rôle, elles creusent un tunnel dans la structure pour y établir leur nid. Une tâche fastidieuse pour des ouvrières qui n'ont pour seul outil que leur bec recourbé.
peut aussi, avec un peu de chance, rencontrer un chien crabier, cousin sud-américain du raton laveur. Comme son nom l'indique, il en pince pour les crabes. Amateur de crustacés, il lui arrive aussi d'améliorer son ordinaire en mangeant des œufs de tortue. Il faut bien vivre, et comme dans tout écosystème, chacun a un rôle à jouer. Quand la mer se retire, elle découvre une large vasière qui devient le lieu de nourrissage de nombreuses espèces d'oiseaux. On peut y observer des aigrettes blanches, bleues, tricolores, mais aussi les ibis rouges, qui furent longtemps chassés pour leurs plumes et qui maintenant font l'objet d'une protection intégrale. On peut aussi observer de nombreux limicoles, ces petits oiseaux qui pourraient être qualifiés de longs courriers, car leur migration les conduit à parcourir des milliers de kilomètres le long des côtes des Amériques. La basse Mana constitue une pause dans leur voyage. En 1998, la zone comprise entre le fleuve Organabo et l'embouchure du Maroni fut classée réserve naturelle. Elle accueille des scientifiques et des étudiants naturalistes pour qu'ils puissent parfaire leurs connaissances sur les différentes espèces de tortues, car c'est grâce à ces savoirs que l'on pourra mesurer les dangers qui les guettent. Donc d'abord la tortue elle va monter sur la plage, après elle va faire ce qu'on appelle le premier balayage. Donc elle va remuer le sable pour trouver un peu l'endroit où elle va creuser. Donc ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, ça va dépendre des individus. Ensuite elle va creuser donc, ce qu'elle est en train de faire, un nid d'une profondeur à peu près 70-80 cm. C'est la longueur de ses pattes. Donc là c'est pareil, ça dure une vingtaine de minutes. Puis elle va commencer à pondre pendant environ 10 minutes, une centaine d'œufs. Donc en fait là je vais retirer un peu de sable qu'il y a derrière pour pouvoir mieux m'allonger et prendre les œufs. Le problème c'est que si par inadvertance je mets un peu de sable dans mon trou, elle peut s'arrêter de creuser, tout refermer sans pondre et repartir. Donc en fait quand je fais ça, je fais quand même attention à l'éperon là. Et puis mine de rien, une tortue ça pèse 400 kg, donc un coup de patte ça fait jamais du bien. Il faut faire quand même attention. Voilà, donc j'essaye de pas me prendre un coup de patte au passage. Voilà. C'est juste pour être plus à l'aise après quand je fais mes prélèvements et essayer de pas trop gêner la tortue. Donc maintenant je vais attendre qu'elle finisse et là elle commence à ralentir ses mouvements, donc je pense que d'ici quelques minutes ça va commencer à partir là. Donc là ça va partir, il y a un petit jet de mucus là qui va aider les œufs à s'écouler. Donc j'attends qu'elle en fasse un ou deux pour pas trop la perturber. Et puis après quand c'est parti, je peux mettre du sable, ça la dérangera pas. Voilà, donc là c'est parti. Si c'est la première ponte de l'année, elle va pondre plus d'œufs. Et si c'est une des dernières pontes, puisqu'elles viennent pondre 7 fois dans l'année à peu près,
va y avoir moins d'œufs et en général beaucoup plus d'infertiles. Et en plus, on peut remarquer qu'elle est un peu plus maigre. Donc ça, avec le coup d'œil, on voit sur le côté là qu'elle est un peu moins grasse, on va dire. Oh là là. Elle a une bonne cadence celle-là. Là en fait, ça commence à être la fin parce qu'il y a des infertiles, des tout petits œufs qui n'ont pas de jaune. En général elle les fait à la fin, donc là je sais que ça va pas trop tarder à se terminer. Il y a encore quelques fertiles. Les infertiles je les laisse dans le sable et puis... De toute façon en écloserie j'ai pas besoin d'infertiles pour protéger les fertiles. Parce que dans la nature on suppose que c'est une couche qui les protège, mais bon... Moi j'en ai pas besoin. Donc... Voilà. Donc là je vais la laisser finir son nid tranquillement. J'ai les mains pleines de mucus. Puis je vais aller faire mes dilutions de méthylène. Donc l'objectif de l'étude là, c'est de laver les œufs donc à différentes concentrations de méthylène. Le bleu de méthylène il a une action antiseptique, donc ce qui pourrait améliorer le taux de réussite d'incubation. Et en plus de ça, ça pourrait décourager les braconniers à prendre des œufs bleus. Alors l'objectif c'est de trouver en fait un équilibre entre la concentration qui améliorerait le taux de réussite et puis la concentration qui pourrait être létale pour l'œuf. Cette plage-là, ça fait longtemps historiquement que des tortues y pondent. Donc on peut soupçonner qu'elle est vieille et donc il y a beaucoup en fait, d'organismes qui se sont développés et qui pourraient contribuer à la mauvaise réussite d'incubation. Donc si on se rend compte qu'il y a une meilleure réussite avec du bleu ou avec de la bétadine, ça voudrait dire qu'il y a ce paramètre-là qui rentre en compte. Ça expliquerait une partie du mauvais résultat sur cette plage-là. Parce que là, on a entre 10%, à peu près 10% de réussite, ce qui est très faible. Au village, la nuit est tombée, mais les Kalinia continuent de grager du manioc pendant que les premières cassaves cuisent à feu doux sur les platines. Il faudra beaucoup de kachini, car une grande cérémonie se prépare et les invités afflueront de toute la Guyane et même du Suriname, où vivent des Kalinia qu'une frontière a séparés. Chaque nuit, les patrouilles comptent des dizaines de tortues luttes, mais rencontrent aussi des tortues vertes, moins fréquentes en cette saison. Cette tortue doit son nom à la couleur de sa graisse, car sa carapace est plutôt de couleur brune. La tortue verte est la première à venir pondre. On peut la voir à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Si vous la rencontrez, vous la reconnaîtrez à ses grands yeux en forme d'amande et son museau court, au bec arrondi. Elle peut atteindre 1,30 m pour un poids de 100 à 250 kg. Lorsqu'elle n'est pas sur une plage en train de pondre, la tortue verte évolue dans les mers chaudes de plus de 20 degrés. Comme tous les reptiles, son équilibre thermique dépend de la température extérieure. Son régime alimentaire varie selon l'âge. Au départ, elle mange ce qui se présente, donc un peu de tout. Puis, à l'âge de 2 ans, elle devient plus délicate, se nourrissant exclusivement de plantes aquatiques à fleurs, d'algues et d'éponges. Sa maturité sexuelle ne semble être atteinte qu'entre 30 et 50 ans. Ça lui laisse le temps de réfléchir.
À l'aube, sur le chemin du retour, la patrouille croise une tortue verte qui regagne la mer avant les premiers rayons du soleil. En la voyant retourner dans son élément, on ne peut s'empêcher de se remémorer des chiffres accablants. Ses effectifs ont chuté de 90% en Indonésie et de 50% en Polynésie, principalement à cause du braconnage. Mais en plus, l'espèce paraît menacée par une nouvelle maladie, la fibropapillome. En venant pondre sur les plages, les tortues encourent un certain nombre de dangers. Même si la tortue lutte n'est plus consommée depuis l'époque des bagnes, où elle servit de nourriture aux prisonniers, il peut arriver que des meutes de chiens s'attaquent à elle pendant la phase de ponte. Bien que de taille imposante, l'animal est incapable de se défendre. Il peut arriver aussi que des tortues s'enlisent dans la vase, ou se retrouvent coincées sous des troncs d'arbres morts échoués sur la plage. Mais les cadavres trouvés sur les plages ne sont pas toujours le résultat de morts naturelles. La pêche intensive qui s'accentue ces dernières années attire au large des côtes de la Guyane française de plus en plus de chalutiers et de tapouilles. Les tortues qui viennent pondre sont prises au piège dans des filets qui mesurent plusieurs kilomètres. Sur la plage de Yalimapo, on se souvient des années 80 où l'on avait compté plus de 500 pontes par nuit. C'est ce qui avait fait la renommée du lieu. Mais ici, comme ailleurs dans le monde, les chiffres baissent. Sur cette même plage, on est passé de 48 000 nids en 1998 à 15 000 pour l'année 2000. Cette situation alarmante fait que la tortue lutte a été classée dans la liste des espèces en danger de disparition. Au village, les Kalignans commencent à transférer le kachili sous le Tupuchipan, le grand carbet dédié aux fêtes et cérémonies. Près de 1000 litres ont été faits pour l'occasion, car la fête durera 3 jours, et on attend près de 400 personnes. Les sampoulas, les tambours de cérémonie, viennent d'être suspendus sous le Tupuchipan. L'épée Kotomo, le lever de deuil, va bientôt commencer. Lorsque j'étais adolescent, j'ai un frère qui s'est marié. Et puis, on a décidé d'animer les mariages traditionnellement. Donc, ce jour-là, mon père m'avait dit tiens, écoute, si on faisait 3 tambours, si on fabriquait 3 tambours pour le mariage, quoi. Alors, à partir de là, donc, je me suis engagé, quoi. Et puis, ça m'a plu. Et puis, j'ai continué. Un tambour, ça vient d'un tronc. C'est-à-dire, il faut abattre un arbre, quoi. Et puis, par la suite, tronçonner à la dimension qu'on veut. Et puis, par la suite, creuser, dévider, raboter, poncer, jusqu'à la finition. C'est-à-dire que nous, Kalignans, on fait des tambours avec du cèdre, acajou et le grignon. Voilà, 3 essences différentes. Et la peau, c'est la biche. Kayaku, c'est une autre variété de biche. Et puis parfois la peau des cabris, quoi. Une cérémonie comme ça, par exemple, c'est une coupe d'œil ou un lever de deuil. Il faut chanter plutôt des chants messagers, quoi. C'est à l'honneur du défunt, quoi. Puisque c'est une cérémonie, je dirais traditionnelle, mais en même temps sacrée. Donc il faut que le chant corresponde à la cérémonie.
pas chanter n'importe quel chant, quoi. Alors chaque chant a un moment précis. Au niveau des dessins corporels, par exemple, il faut chanter, par exemple, un chant sur le jaguar. Il y a un chant qui dit, fais des dessins comme un jaguar sur mon corps, par exemple. Donc parfois, il y a des chants que nos grands-parents chantaient déjà. Là, on fait des reprises. Et puis parfois aussi, nous, on compose, quoi, s'il faut. Des dessins corporels sont appliqués aux proches du défunt à l'aide d'une peinture végétale que les Kali'na nomment tapulupo. Elle est obtenue en délayant du jus de génipa avec du jus de manioc. Mélangée à de la suie, cette préparation persiste plusieurs semaines sur la peau. C'est plutôt les femmes qui font le dessin et chaque dessin représente quelque chose, ça a une signification. C'est une signification devant, là, ici, là. J'ai demandé, parce que là, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça représente une sorte de coquillage. Là, elle a fait le dessin de coquillage, justement, elle a dessiné. Voilà, et là, sur le bras, c'est l'os de biche. Et derrière, je ne peux pas voir derrière, parce que derrière, elle m'a dit qu'elle a représenté le plumage de l'aigle. Nous partons pour un autre camp isolé, installé par le WWF sur une plage seulement accessible par la mer. Tout au long de la saison de ponte, des équipes se relaient emportant avec elles eau douce et nourriture. Pour des éco-volontaires venus de métropole, ces expéditions ont toujours un petit goût d'aventure. La rivière Organabo marque le début de la réserve naturelle de la Mana. Il faut la descendre jusqu'à son embouchure, puis longer le littoral pour atteindre le camp. Arrivé à destination, le sol vaseux et glissant complique le déchargement des vivres. Le changement d'équipe doit se faire aussi vite que possible. La marée commence déjà à baisser et les hauts fonds peuvent rendre le retour de la pirogue hasardeux.
La nuit venue, les femmes ayant porté le deuil, quelquefois des années durant, se regroupent dans une ronde lancinante. La maîtresse de cérémonie entonne des chants à l'adresse du défunt pour lui exprimer la tristesse de sa famille et de ses amis. Les paroles sont rythmées par le kalawashi, une sorte de hochet monté sur un bâton. Les sampulas, tambours rituels, prennent le relais pour faire danser l'assistance. Les deux musiques se superposent sans s'accorder, symbolisant la dualité de tout être humain. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Kali'na danseront avec ferveur pour aider l'esprit du mort à rejoindre Tamouchi, l'origine. Au matin, après avoir brûlé les derniers effets du défunt, les personnes ayant porté le deuil vont se purifier dans la mer. Les éclaboussures et les premiers rires marquent leur retour à une vie normale. On était en noir, le noir représente vraiment la mort, et là, après, une fois qu'on a été prendre le bain, c'est ça, la purification, c'est une autre vie qui commence, quoi. Après une courte nuit, Raymond va inspecter la plage avant que la marée remonte. Sur son carnet, il note tout, comme un détective. Aucun indice ne lui échappe. Ah, je note les traces de tortue, puis les tortues olivâtres, et puis sans oublier tous les tapouilles qui passent. Surtout lorsqu'ils pêchent, c'est pas bien pour les tortues, pour tous les tortues, quoi. C'est les tapouilles guyanaises? Non, ça vient du Suriname. Ouais. Effectivement, les tapouilles, c'est pas bon pour les tortues. Car outre les filets, les pêcheurs clandestins du Suriname débarquent parfois sur les plages peu fréquentées pour collecter des œufs. Revendus $1 l'œuf, ça complète leur maigre salaire. Il y a beaucoup de morts. C'est la première, mais je sais pas, peut-être. On va voir. Il y a plusieurs cadavres de tortues olivâtres plus ou moins anciens. Est-ce l'œuvre du prince des lieux? Le jaguar d'Organabo? Tout le monde en parle, mais peu l'ont vu. Pourtant, ce sont bien ces traces que l'on croise le matin. Il attaque les tortues olivâtres, traînant ses proies dans les arbres comme une panthère africaine.
Raymond est employé par l'association Kulalashi, le nom Kalinia de la tortue olivâtre. C'est le responsable du camp isolé d'Organabo. C'est à surveiller les tortues olivâtres, les tortues lédocées. Et c'est surtout travailler la nuit. On va travailler pendant 4 à 2 temps. Et après ça c'est bon, le matin on fait le comptage. C'est un boulot toute l'année ça? Non, c'est saisonnier. Ça commence à partir de mois de mai jusqu'à mi-août. Pour lui, ce travail saisonnier est le bienvenu, car pour un Kalinia vivant à Awalaya-Limapo, les possibilités d'emploi sont rares. Sous le Tupushipan, les Kaliniens ont installé un banc zoomorphe sculpté pour l'occasion. Celui-ci représente un caïman. Il aurait pu représenter une tortue, un condor, un jaguar, enfin un animal qui a de la force, car il faut signifier à l'esprit du défunt que maintenant il est temps de partir. Les baigneurs sont invités à prendre place sur le banc caïman pour une séance de beauté. Tout d'abord, on commence par la coiffure, car durant le deuil, les cheveux n'avaient pas été coupés. Pendant toute la durée du deuil, l'esprit du mort reste dans le village et les proches qui ont décidé d'assumer le deuil doivent observer un comportement décent jusqu'à l'épée Kotono, le lever de deuil. Viennent ensuite les parures, colliers, châles confectionnés pour l'occasion. Les préparatifs nécessaires à une telle cérémonie sont très lourds à assumer pour une famille. C'est aussi pour cela que plusieurs années séparent le décès de l'épée Kotono. À l'aide d'une fine baguette, on applique un maquillage sur le visage pour parfaire le tout. Il s'agit ici d'une préparation poisseuse et très odorante qui associe la gomme de l'arbuste à la couchélie à des colorants rouges ou noirs. Pendant la durée de la séance, les partenaires se tiennent debout face à la personne qu'ils désirent inviter à la première danse. Sur la plage de Pointe-Isère, une tortue-lutte prépare son nid. Les tortues-luttes passent environ 90 minutes hors de l'eau pour pondre. Cela peut paraître étrange pour des créatures marines. En fait, il y a 160 millions d'années, toutes les tortues étaient terrestres. Elles conservent de ce lointain passé des poumons qui les obligent à refaire surface toutes les 20 à 30 minutes. Les tortues-luttes sont les seules survivantes de la famille des Dermochelidés, que l'on peut traduire par tortue à peau de cuir. Contrairement aux autres espèces, elles ne possèdent pas une carapace d'écaille, mais une dossière d'épiderme à 7 traits, évoquant l'instrument dont on lui a donné le nom.
On peut la rencontrer presque toute l'année sur les plages de Guyane, où elle vient pondre 7 fois en moyenne à 10 jours d'intervalle. Cependant, le gros des troupes débarque du mois d'avril au mois d'août, transformant les plages en champs de bataille couverts de traces de chars et d'impacts d'obus. En fin de saison, la concentration de nids est telle que certaines tortues déterrent accidentellement des œufs en creusant leur nid. Sur la centaine d'œufs qu'elles pondent dans un nid, 30 à 40% ne sont pas fertiles. Cela fait partie des nombreuses causes qui font que sur les milliers d'œufs pondus chaque année, peu donneront de petites tortues. Parmi ces multiples causes, il y a la prédation des chiens errants qui déterrent les œufs après la ponte. Dans les zones moins fréquentées, ce sont les chiens crabiers, ou encore les urubus, des vautours diurnes, qui pillent les nids mis à jour par l'érosion. Il y a aussi les braconniers, car les œufs de tortues vertes se revendent au marché noir. Ainsi, sur les plages de la Basse Mana, les tortues pondent des milliers d'œufs pour assurer la survie de leur espèce. Ces mastodontes, qui peuvent atteindre 2 mètres de long et un poids avoisinant la tonne, se déplacent difficilement sur la terre ferme. Mais une fois dans leur élément, elles se révèlent de formidables nageuses. Un métabolisme adapté fait qu'elles peuvent réguler leur température, ce qui leur permet de quitter les eaux chaudes et tempérées qu'elles affectionnent pour s'aventurer dans les eaux bien plus froides d'Alaska, d'Islande ou du Chili. À Organabo, la patrouille de nuit rencontre une tortue olivâtre. Cette espèce est très farouche. Il faut attendre qu'elle ait fini son nid pour l'approcher. Et encore, il faut faire vite pour prendre ses mensurations. Voilà, quelques secondes tout au plus, et nous laissons Kulalashi finir sa tâche en paix. Depuis 2 ans, en Guyane, on s'intéresse plus sérieusement aux tortues olivâtres qui, jusqu'à présent, ne bénéficiaient pas de programme d'études, contrairement aux tortues luttes. Plus petites que leurs cousines, elles mesurent 70 à 75 cm pour un poids de 40 à 45 kg. Elles pondent en moyenne 110 œufs, 1 à 3 fois par saison, à une vingtaine de jours d'intervalle. Le reste de l'année, elles évoluent dans les mers chaudes, au fond rocheux, et dans les estuaires riches en invertébrés. Elles y trouvent les crustacés, les petits poissons, les méduses, les mollusques et les oursins qui composent leur alimentation. Elles y ajoutent des algues et autres herbes marines. Malheureusement, elles partagent avec les 2 autres espèces de tortues marines présentes en Guyane le même avenir incertain. À Yalimapo, les pêcheurs sont de retour. Les Kali'na ont un mode de vie intimement lié à leur environnement. Peuple itinérant au départ, ils se sont peu à peu sédentarisés, défrichant des parcelles de forêt pour y faire leurs abatis.
Ils y plantent igname, patates douces, le manioc bien sûr, piment et plusieurs espèces de bananes. En complément, les Amérindiens ont toujours pratiqué la chasse. Jamais ils n'eurent à souffrir de la faim. Les eaux guyanaises sont poissonneuses et les Kali'na sont des pêcheurs expérimentés. Salubin coco, jamais goûté. Akupa seles? Akupa pak. Bien là. Akupa seles. Et ça c'est petite gueule de rivière. C'est pas jaune. C'est sa couleur. Tu vois la différence? Ça ressemble au mâchoire en blanc, mais c'est pas le même, tu vois. La différence de moustache, de processus. Ça c'est le petit comment. C'est ce qui bouffe les petites tortues là. Voilà. C'est eux qui mangent les petites tortues là, oui. 4 kilos. Ok. Machon en blanc, c'est du Kubira. Kupira. Poisson frais, hein. Vous faites au fricassé, vous faites à Colombo, vous voyez, vous faites à la sauce tomate, tout ça là. Afin du repas de Guyanais. De Kali'na en plus. Sur ces plages du littoral de la Basse-Mana, qui sont encore des espaces préservés, les menaces ne pèsent pas que sur les tortues. Depuis les premières découvertes au XVIIe siècle, qui décimèrent la plupart des Amérindiens du fait des épidémies, l'histoire des Kali'na n'est que lutte perpétuelle. Lutte contre les missionnaires qui tentèrent d'éradiquer leur univers mythologique et leurs croyances. Lutte pour leurs terres lorsque la région fut envahie de bagnes, obligeant les Kali'na à migrer toujours plus loin. Lutte pour leur identité lors de la départementalisation de la Guyane en 1946. L'état civil leur attribua alors, comme nom de famille, des prénoms du calendrier catholique. Lutte pour leur langue, car la scolarisation tend à faire oublier aux jeunes la langue Kali'na. C'est donc une lutte qu'ils mènent aujourd'hui pour le respect de leur mode de vie traditionnel et leur identité culturelle. Sur la plage de Pointe-Isère, une tortue-lutte prépare son nid. Les tortues-luttes passent environ 90 minutes hors de l'eau pour pondre. Cela peut paraître étrange pour des créatures marines. En fait, il y a 160 millions d'années, toutes les tortues étaient terrestres. Elles conservent de ce lointain passé des poumons qui les obligent à refaire surface toutes les 20 à 30 minutes. Les tortues-luttes sont les seules survivantes de la famille des Dermochelidés, que l'on peut traduire par tortue à peau de cuir. Contrairement aux autres espèces, elles ne possèdent pas une carapace d'écaille, mais une dossière d'épiderme à 7 traits, évoquant l'instrument dont on lui a donné le nom. On peut la rencontrer presque toute l'année sur les plages de Guyane, où elle vient pondre 7 fois en moyenne à 10 jours d'intervalle. Cependant, le gros des troupes débarque du mois d'avril au mois d'août, transformant les plages en champs de bataille couverts de traces de chars et d'impacts d'obus. En fin de saison, la concentration de nids est telle que certaines tortues déterrent accidentellement des œufs en creusant leur nid.
Sur la centaine d'œufs qu'elles pondent dans un nid, 30 à 40% ne sont pas fertiles. Cela fait partie des nombreuses causes qui font que sur les milliers d'œufs pondus chaque année, peu donneront de petites tortues. Parmi ces multiples causes, il y a la prédation des chiens errants qui déterrent les œufs après la ponte. Dans les zones moins fréquentées, ce sont les chiens crabiers, ou encore les urubus, des vautours diurnes, qui pillent les nids mis à jour par l'érosion. Il y a aussi les braconniers, car les œufs de tortues vertes se revendent au marché noir. Ainsi, sur les plages de la Basse Mana, les tortues pondent des milliers d'œufs pour assurer la survie de leur espèce. Ces mastodontes, qui peuvent atteindre 2 mètres de long et un poids avoisinant la tonne, se déplacent difficilement sur la terre ferme. Mais une fois dans leur élément, elles se révèlent de formidables nageuses. Un métabolisme adapté fait qu'elles peuvent réguler leur température, ce qui leur permet de quitter les eaux chaudes et tempérées qu'elles affectionnent pour s'aventurer dans les eaux bien plus froides d'Alaska, d'Islande ou du Chili. La nuit venue, les femmes ayant porté le deuil, quelquefois des années durant, se regroupent dans une ronde lancinante. La maîtresse de cérémonie entonne des chants à l'adresse du défunt pour lui exprimer la tristesse de sa famille et de ses amis. Les paroles sont rythmées par le kalawashi, une sorte de hochet monté sur un bâton. Les sampulas, tambours rituels, prennent le relais pour faire danser l'assistance. Les deux musiques se superposent sans s'accorder, symbolisant la dualité de tout être humain. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Kalinia danseront avec ferveur pour aider l'esprit du mort à rejoindre Tamushi, l'origine. Au matin, après avoir brûlé les derniers effets du défunt, les personnes ayant porté le deuil vont se purifier dans la mer. Les éclaboussures et les premiers rires marquent leur retour à une vie normale. On était en noir, le noir représente vraiment la mort, et là après une fois qu'on a été prendre le bain, c'est ça, la purification, c'est une autre
notre vie qui commence quoi.